Aujourd'hui, le sujet de la SCI. La SCI, la Société Civile Immobilière, qu'est-ce que c'est? Comment l'appréhender? Pourquoi le faire? Les avantages, les inconvénients, on voit ça tout de suite. La SCI, c'est une société, une personne morale qui a pour objet d'acheter, de gérer et de transmettre un patrimoine immobilier. En fait, vous allez acheter un bien immobilier via une société, donc via cette fameuse personne morale qui est un terme juridique pour désigner de manière négative tout ce qui n'est pas personne physique, donc les sociétés. Et donc c'est un espèce d'intermédiaire, un véhicule par lequel vous allez acquérir votre investissement immobilier. Bienvenue sur Analysimo. Analysimo, c'est la chaîne des investissements immobiliers réels, rentables et gagnants sur le long terme. Très rapidement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien rater. On publie chaque semaine des conseils pratiques et des exemples d'investissement réels. Alors, quand on se pose la question de la SCI c'est un sujet qui arrive assez rapidement puisque lorsqu'on est investisseur immobilier, on va se poser la question de la fiscalité et de savoir si c'est plus intéressant d'investir via une société. Et en fait, créer une SCI, c'est comme créer une entreprise classique, une vraie entreprise. Il va falloir définir des statuts, il va falloir rédiger certains documents, il y a beaucoup d'administratifs. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie un peu comment on fait. En sachant que l'objectif principal de la SCI, c'est bien sûr l'acquisition et la mise en location des biens immobiliers qu'on ferait de manière classique en nom propre, mais du coup en bénéficiant du régime des sociétés. Donc pour créer une SCI, il faut au moins être deux. Le fonctionnement est plutôt simple, ça a vocation à être une des entreprises les plus simples à gérer. Et les coûts sont assez modérés puisque c'est une entreprise qui génère peu de frais, pour autant que vous ayez une bonne stratégie bien définie à l'avance, bien sûr. Et donc les coûts doivent être anticipés pour, bien sûr, envisager l'investissement avec ce qu'on fait d'habitude, le calcul de rentabilité nette. Je vous mets d'ailleurs la vidéo, comme ça vous pouvez la regarder. Mais aussi du coup en intégrant la constitution de la société et la gestion de celle-ci avec les frais inhérents au fonctionnement tout simplement. Quelles sont les étapes? Alors les étapes de la création de la SCI, en premier lieu c'est la rédaction des statuts, adresse de la société, qui est le gérant de la société. Il faut en fait rédiger les statuts de sorte à ce que tous les associés, si vous êtes deux ou plus, soient d'accord, assez flexibles et en même temps que ça avantage un peu tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas souvent 10 personnes en SCI, il y en a 2 ou 3 et tout le monde s'entend bien. Il y a bien sûr des clauses spécifiques qu'il faut prendre en compte. Ça, je vous invite, si vous ne les connaissez pas, soit à trouver un modèle sur Internet, soit à prendre contact avec un conseil pour la rédaction en elle-même du statut. On va le voir après dans la série de coûts qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, les clauses d'agrément, les comptes courants d'associés, comment le capital social va varier, augmenter ou baisser au fil du temps, la tenue de comptabilité, etc. Tout ça, il faut le prévoir dans les statuts, comme ça on part du bon pied. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la publication. Donc c'est une annonce légale pour dire il y a un tel et un tel qui ont créé une société, elle existe, elle a tant de capital social, elle a un mandat social de tel et tel ordre, et ça c'est vu aux yeux de tout le monde, ou du moins de ceux qui en auraient besoin, les créanciers, les débiteurs, etc. Et ça vous permet de passer à l'étape suivante, puisque vous allez avoir une attestation de publication, et cette attestation de publication fait partie des documents nécessaires pour vous inscrire sur le site Infogreffe. Infogreffe, là où vous allez faire toutes vos démarches en ligne, plus le paiement des impôts, etc. Donc ça, c'est la troisième étape. Vous enregistrez votre société et vous gérez tout en ligne. Comme ça, en plus de ça, ça minimise les coûts et ça arrange tout le monde. Maintenant qu'on a vu ce que c'était et comment faire, on va regarder combien ça coûte. Combien ça coûte, c'est une question qui est importante parce qu'on ne va pas créer une SCI pour un bien qui vaut 50 000 euros, ce ne sera pas très rentable, mais voilà, on peut établir certaines stratégies et vous allez voir minimiser un peu les coûts sur certains aspects. Donc c'est ce que je vous expliquais tout de suite. Donc dans la première catégorie de coûts qu'on va avoir, on va avoir les coûts de création. Donc c'est la rédaction des statuts dont on parlait plus tôt. Donc ça c'est sous seing privé, ça veut dire entre vous, ou alors devant un notaire.
mais ça va être publié ensuite, hein, donc ce sera visible. Voilà, il faut s'arranger pour que ce soit, comme on le disait, carré au tout début, et comme ça on part du bon pied. Sachez qu'un avocat spécialisé là-dedans ou un expert comptable, hein, qui peut aussi fournir des documents si vous le choisissez par la suite, par exemple comme comptable de votre société, ça va vous coûter environ 2000 euros entre le conseil, la rédaction qui est en fait un modèle, hein, qu'ils ont, mais bon, le conseil, l'adaptation à votre situation et du coup la gestion ensuite de la publication. Ça, en général, ça coûte 2000 euros. Il y a néanmoins des startups, hein, qui ont décidé de disrupter ce marché. Donc, vous avez des sociétés comme Legal Start, Captain Contrat, Legal Place, je crois aussi. Là, vous allez avoir un forfait qui est plus bas parce que c'est, comme je le disais, des modèles qui sont tout prêts. Mais ça va être un peu à vous de naviguer là-dedans. Vous allez tourner autour des 200 euros pour la prestation. C'est sans compter évidemment tout ce qui est frais obligatoires dans la démarche d'immatriculation de l'entreprise. Ces frais obligatoires, ils tournent autour de 300 euros. Donc comptez un budget global de 500 euros pour la deuxième option, l'option un peu système D. Donc voilà pour les coûts fixes à la création. Maintenant, vous vous posez certainement la question de savoir, ok, c'est bien beau, j'ai mon budget pour acheter mon bien, pour créer ma société, mais maintenant, je veux savoir combien ça va me coûter en frais récurrents, parce que quand on achète un bien immobilier, on a des frais récurrents, les différentes taxes, les impôts, les assurances, la gestion locative, etc. Donc là, il faut aussi prendre en compte le fait que la société va certainement vous coûter annuellement des frais. Vous allez avoir une vraie société à gérer avec un formalisme, des assemblées générales, etc., des documents à remplir et des impôts en plus à payer. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous allez forcément créer un compte bancaire associé. Le compte bancaire, bon, c'est pas très cher, mais quand même, il faut le prendre en compte. Vous pouvez trouver facilement des abonnements à 10-15 euros par mois, des choses comme ça, avec les néobanques. Ensuite, vous allez payer aussi la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Là, je ne peux pas vraiment vous donner un montant, ça dépend du chiffre d'affaires que réalise la SCI, donc de vos revenus que vous percevez. Donc ça dépend du montant investi et des revenus. Donc là, à vous de voir, vous avez des grilles sur Internet, vous tapez cotisation foncière des entreprises, et là vous avez directement les tableaux, et vous mettez en face de votre budget, vous trouvez directement ce que ça va coûter, et vous mettez dans l'Excel de rentabilité le prix. Et enfin, c'est ce qu'on disait un peu plus haut, vous avez la création de société qui peut être faite par un expert comptable. L'expert comptable va être une grosse dépense, c'est un gros poste de dépense, c'est même le plus gros. Donc celui-ci, ça varie. Il y a des forfaits un peu classiques avec des experts comptables établis depuis longtemps qui vont tourner autour des 1500-2000 euros. Et puis vous avez des sociétés qui, pareil, un peu comme les créations de sociétés sur les aspects statut, rédaction de statut, des sociétés qui veulent disrupter un peu le marché des comptables et qui proposent un forfait entre 50 et 60 euros par mois, hors taxe, attention, parce que là vous êtes contractant en tant que société, donc faites attention, vous allez avoir ces sujets de TVA, etc. Donc 50-60 euros hors taxe. D'ailleurs, moi j'en fais pas la promotion, hein, je ne suis pas payé pour ça, mais si vous voulez, je peux vous partager la société que j'utilise moi. Alors c'est pas pour la SCI, c'est pour une SAS, mais bon, c'est un peu le même principe, je sais qu'ils développent pas mal de choses à ce niveau-là. Donc voilà, en fonction du type de bien que vous allez acheter, comptez facilement encore 1500, 2000, 2500 euros de gestion annuelle. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les petits budgets, voilà, la SCI, c'est peut-être pas forcément rentable. Le nom propre pour un premier investissement avec un petit budget suffit largement, du LMNP ou quoi. Mais là, vous allez avoir trop de frais par rapport aux rentrées d'argent, donc ça sert à rien. Ensuite, un point qu'on me demande souvent, c'est évidemment le sujet de la fiscalité. C'est pour ça que ça vous amène à réfléchir à la SCI. C'est très simple en fait, vous choisissez entre l'IR, l'impôt sur le revenu, et l'IS, l'impôt sur les sociétés, en fonction de votre situation. Sachez que dans un premier lieu, l'IR, c'est très transparent. En fait, ça ne change pas beaucoup de ce que vous connaissez déjà en tant que salarié. Ça va être le même barème d'imposition. Et c'est quasiment pareil que de détenir un bien en réel, même s'il y a d'autres avantages qu'on va voir aussi. Des avantages qui permettent par exemple de déduire beaucoup plus de choses qu'en nom propre aussi. Ensuite, il y a l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est un mécanisme très spécifique.
Vous allez avoir un impôt sur les bénéfices de la société, donc les revenus qu'elle dégage, mais ensuite de ça, ça reste quand même encore dans la société. Il faut vous faire un virement et donc passer sur votre compte courant personnel. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Il y a d'autres stratégies qui constituent à faire grossir le patrimoine de la société pour qu'elle réinvestisse, etc. Mais sachez que si vous voulez vous payer, vous allez ensuite payer un impôt en plus. Donc il y a une double imposition. Il y a l'imposition sur les sociétés et ensuite l'imposition sur le revenu que vous versez. Et c'est pas pour autant qu'il va y avoir une plus forte imposition, hein. Ça dépend vraiment de votre situation, encore une fois. Ce qui est bien avec l'impôt sur les sociétés, c'est que vous pouvez amortir et déduire pas mal de choses, notamment tout ce qui a trait à l'acquisition, les frais d'agence, les frais de notaire, les déplacements même, attention aux conditions bien sûr. Vous pouvez amortir ensuite l'usure du bien, la toiture, les murs, etc. Combien de temps? Et ça fait en fait une gestion comptable, hein, comme quand on a une usine et qu'on achète du matériel, ben là c'est pareil. Le matériel, c'est l'immeuble, et donc il y a un amortissement qui est fait, et donc une décote qui est prise en compte d'année en année. Attention bien sûr, parce que le revers de la médaille en IS, c'est que plus vous amortissez, plus vous avez d'imposition si vous revendez et que vous faites une plus-value. Parce que l'écart entre la valeur du bien au jour où vous vendez et la valeur du bien amorti, donc qui a bien baissé, puisque vous avez déduit plein de choses, là vous allez avoir un plus gros écart qu'à l'IR, et donc vous allez payer plus d'impôts sur la plus-value. C'est pour ça que je disais que ça dépend vraiment des stratégies. Si vous voulez jamais revendre, c'est parfait. Mais par contre, si vous pensez à la revente tout de suite, ben peut-être que l'IR est plus intéressant. L'IR est aussi plus intéressant si vous n'avez pas déjà une tranche marginale d'imposition. Donc, vous n'êtes pas déjà salarié, vous allez passer à l'IR parce que vous avez directement les tranches les plus basses qui vont s'appliquer à vous. Je tiens quand même à rajouter une petite précision ici pour que vous ne vous mépreniez pas. Si vous faites de la location meublée ou de la location courte durée, il s'agit en réalité, en général, de prestations qui sont considérées comme des prestations commerciales. Donc, comme la société civile immobilière a un objet civil et non commercial, vous allez du coup être obligé de souscrire à l'IS. Donc, faites bien attention aussi d'être dans les clous. Normalement, le conseil que vous choisirez lors de la rédaction des statuts et de votre accompagnement comptable sera très bien ces sujets-là. En résumé, si on veut faire un comparatif rapide, en IR, il n'y a pas beaucoup d'abattements et d'amortissements, en tout cas il y en a moins, mais la fiscalité à la revente est plus avantageuse parce que vous allez bénéficier d'un abattement par année de détention du bien. Un peu comme les choses mobilières, c'est pareil. Si vous avez 22 ans de détention, je crois qu'il y a une exonération d'impôt. Attention, je ne suis pas expert fiscal, mais en gros l'IR c'est vraiment ça. Qui est intéressant, plus le fait que si vous n'êtes pas salarié à côté, vous allez avoir les petites tranches, les tranches basses de l'impôt proportionnel à l'IR, donc qu'on connaît bien, qui vont être exonérées et faibles. Les avantages de l'IS, du coup, c'est la fiscalité si vous êtes déjà salarié. Vous allez avoir un impôt sur les sociétés qui démarre à 15%, donc c'est une aubaine, mais vous allez aussi avoir les amortissements et les déductions qui peuvent être faites, donc potentiellement vous n'allez même pas payer d'impôts les premières années. Donc ça c'est super avantageux. Par contre si vous revendez et que vous faites une plus-value, ce qui n'est pas forcément sûr et certain, hein, mais si vous avez fait des travaux, etc., vous avez bien décoté, déduit tout ça, et que vous revendez un bien hyper beau, hyper cher, ben là vous allez avoir une imposition sur les plus-values qui est plus grosse qu'en IR. Ça, c'était pour le comparatif fiscal de la SCI. Donc, on a vu ce que c'était, comment on faisait, comment on choisissait sa fiscalité. Maintenant, il est temps de faire un bilan et vous allez savoir ce que j'en pense, du coup, par rapport à vos investissements à vous et par rapport à votre situation. Donc, on va faire un petit inconvénient-avantage. Donc, les inconvénients, bien sûr, vous avez compris, c'est le coût que ça engendre. Donc, pour les petits budgets, s'abstenir, rester en nom propre, faire du LMNP, c'est très bien dans un premier temps. Et les coûts, du coup, c'est pas forcément ce qui va prendre le plus de place, mais si vous voulez les éviter, et ben, du coup, vous allez gérer vous-même plein de choses. Donc, monter en compétences, prendre du temps, en fait, pour à la fois vous former et en plus de ça, réaliser les démarches. Et ça, du coup, ça n'a pas de prix, mais c'est à prendre en compte. Donc, les inconvénients de la SCI, c'est le coût et le temps. En revanche, les avantages, ils sont nombreux si on a le budget et le temps de gérer.
Comme il faut être deux pour la SCI, ça permet de s'associer avec des gens. Vous pouvez avoir une capacité d'emprunt qui est augmentée. Imaginons que vous soyez à la limite vous-même, vous trouvez quelqu'un qui peut compenser vos faiblesses. Ça permet aussi de partager les frais et de voyager et de laisser quelqu'un gérer. Je ne sais pas, voilà, ça peut être un moyen d'être beaucoup plus flexible aussi. En termes de gestion de patrimoine aussi. Gestion de patrimoine, en fait, vous n'allez pas acheter un bien en indivision, vous allez avoir des parts sociales d'une société qui détient un bien. Donc il y a certains mécanismes qui permettent d'éviter des droits de succession, donc des impôts. Il y a aussi le fait que vous pouvez effectuer des donations. Imaginons que vous ne soyez pas forcément jeune, mais en fin de carrière, en fin de vie, pour la transmission du patrimoine, c'est toujours intéressant de regarder ça. Vous pouvez transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants selon un certain montant tous les 15 ans. Ça, c'est pour les enfants, c'est 100 000 euros, et je crois que pour les petits-enfants, c'est autour des 30 000. Donc, c'est plus facile de transmettre des parts sociales à hauteur des montants limites que des biens entiers quand vous êtes en indivision. Le bien est détenu via une société, donc c'est divisible. Et l'avantage dont on a parlé il y a quelques secondes aussi, c'est évidemment le choix de la fiscalité à l'IR ou à l'IS en fonction de votre situation. Et ça, c'est vraiment appréciable quand on est investisseur de pouvoir gérer sa fiscalité. C'est un des sujets d'optimisation qui permet d'être gagnant sur le long terme, et nous on aime ça ici chez Analysimo. Tous les sujets qu'on traite aujourd'hui sont bien sûr abordés lors de notre formation, et j'en profite du coup parce qu'on fait des classes d'été. Les classes d'été sont disponibles, ce seront les dimanches en août, donc on va avoir le dimanche 7, le dimanche 14 et le dimanche 21. Désolé, je fais un petit peu de promotion, mais ça peut être utile à certains qui écoutent nos vidéos régulièrement et qui n'hésitent à se lancer, qui hésitent par manque de connaissances, par manque de temps, par peur aussi d'un crack immobilier, de plein de choses. Donc du coup voilà, j'en profite de prendre ces quelques petites secondes pour porter votre attention sur les classes d'été. Ça permet de réfléchir, on est en août, on a du temps avant la rentrée. Donc voilà, c'était le sujet de la SCI, la société civile immobilière, comment gérer un bien via une société. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à laisser un j'aime, à mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions et si j'ai oublié certains sujets. C'était Analysimo, je vous dis à bientôt. Ciao!